L'encre sur mon jugement de divorce était encore fraîche quand j'ai pris mon téléphone pour passer l'appel qui allait anéantir le petit monde bien confortable d'une famille entière. 3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu après que le juge a prononcé la fin du mariage, croyez-moi. Vous ne voulez pas rater ce qui va suivre, abonnez-vous. 3 minutes avant que je ne compose le numéro de ma directrice des ressources humaines pour prononcer ces 6 mots qui ont tout changé, licencie sa contractuelle, effet immédiat, elle, c'est-à-dire la sœur cadette de mon mari. Cette femme qui touchait 120 000 € par an, disposait d'un bureau d'angle et d'un poste qu'elle ne devait qu'à moi. Dès le lendemain, elle n'aurait plus rien, et à la fin de cette histoire, vous comprendrez exactement pourquoi je n'ai ressenti pas le moindre remords. Je m'appelle Victoria Sinclair, je suis la directrice générale d'une entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains, et voici comment une famille a tenté de m'humilier, m'a totalement sous-estimée et a payé un prix qu'elle n'avait pas vu venir. Il y a 5 ans, j'ai épousé un homme prénommé David. Il était charmant, ambitieux et issu d'une famille très soudée qui paraissait chaleureuse au premier abord, presque trop chaleureuse. Sa mère, Jacqueline, l'appelait tous les jours sans exception. Sa sœur cadette, Élodie, avait 24 ans. Sortait tout juste d'une école de commerce parisienne et désespérait de décrocher un poste dans un secteur très concurrentiel. Je dirigeais déjà ma propre entreprise à l'époque, elle n'était pas encore immense, mais elle connaissait une croissance fulgurante. Et j'étais fière de chaque brique que j'avais posée moi-même. Lorsque David m'a demandé si je pouvais donner un coup de pouce à Élodie pour un poste de débutante, j'ai dit oui sans la moindre hésitation. C'est ce que fait la famille, me suis-je dit, on se soutient mutuellement. Je l'ai embauchée en personne, je l'ai formée, je l'ai encadrée comme si elle était ma propre sœur. En l'espace de 3 ans, grâce en grande partie aux opportunités que j'avais créées pour elle, Élodie touchait 120 000 € par an en tant que cadre supérieur dans ma propre société. Je croyais bâtir une famille, je croyais que la loyauté allait dans les deux sens. J'avais tort, tout a commencé par de petites choses, des chuchotements dans la salle de pause qui s'interrompaient dès que je passais. Élodie qui oubliait de m'inviter au dîner de famille alors qu'elle exigeait auparavant ma présence, Jacqueline qui glissait de petites piques pendant les fêtes. Bien sûr, Victoria est trop occupée pour la famille, elle a sa grande et importante entreprise. J'ai balayé cela d'un revers de main. Je me suis dit qu'il y avait toujours des frictions dans les familles, je me suis persuadée que j'imaginais des choses, mais j'ai ensuite remarqué autre chose. Des documents d'entreprise qui auraient dû rester strictement confidentiels finissaient d'une manière ou d'une autre dans des conversations que David n'avait aucune raison d'entendre, des plans stratégiques, des grilles de salaire. Des informations que seule une poignée de cadres supérieurs étaient censés posséder. J'ai commencé à prêter une attention plus soutenue, et ce que j'ai découvert m'a noué l'estomac. Élodie alimentait discrètement David en informations depuis des mois, non pas par pure malice au début. Peut-être de simples spotins familiaux partagés sur l'entreprise de sa belle-sœur, mais David s'en servait, il s'en servait pour forger dans son esprit l'idée que j'étais une acharnée du travail qui tenait plus à son entreprise qu'à son mariage. Il n'avait pas tort de dire que je travaillais dur. Mais il se trompait lourdement sur les raisons. Je travaillais dur parce que je me souvenais de ce que c'était de ne rien avoir, et je ne voulais plus jamais revivre cela. La trahison n'est pas arrivée d'un seul coup, elle s'est infiltrée par couches successives. Comme une pourriture lente sous la surface, j'ai découvert que David voyait quelqu'un d'autre, une femme rencontrée dans sa salle de sport du 16e arrondissement, depuis près de 8 mois, et quand je l'ai confrontée, m'attendant à de la honte, à des excuses, j'ai eu droit à bien pire. Du silence puis des reproches. Si tu étais plus souvent à la maison, a-t-il lâché, si tu ne passais pas tout ton temps au bureau. Je suis restée plantée là dans notre cuisine, stupéfaite, cet homme que j'avais soutenu, pour qui j'avais contribué à bâtir une vie confortable, me faisait sentir que sa trahison était en quelque sorte de ma faute, mais la blessure la plus profonde est venue de Jacqueline, ma belle-mère, lorsque je l'ai appelée, espérant follement un peu de soutien, un peu de compréhension. Elle a prononcé ces mots, je ne l'oublierai jamais, Victoria. Soyons honnêtes, nous avons toujours pensé que tu faisais trop d'ombre à cette famille, trop ambitieuse, trop froide. David mérite quelqu'un de plus doux, et Élodie n'a rien dit du tout, elle n'a pris ma défense, elle n'a même pas passé un coup de fil. La femme que j'avais personnellement sortie d'un poste subalterne pour la propulser vers une carrière à 6 chiffres s'est murée dans le silence, choisissant son frère et sa mère plutôt que la personne qui lui avait ouvert toutes les portes possibles. Ce silence a fait plus mal que tout ce que David avait pu dire. Je n'ai pas pleuré devant eux, j'ai gardé ça pour plus tard, seul dans ma voiture au fond d'un parking souterrain vide, mais quelque chose a basculé en moi dans cette obscurité, la tristesse s'est transformée en une clarté limpide.
J'ai cessé de me demander pourquoi il m'avait fait ça pour me demander ce qui allait se passer maintenant. J'ai déposé une demande de divorce dans le mois. David ne s'est guère battu, la femme de la salle de sport attendait déjà dans les coulisses. Jacqueline m'a appelé 2 fois pendant la procédure, non pas pour s'excuser, mais pour me demander si je serais au moins raisonnable concernant le partage des biens. J'ai été raisonnable, j'ai demandé exactement ce qui était juste, ni plus ni moins, je n'avais pas besoin de son argent. J'avais bâti mon propre empire et il prospérait sans lui, mais il me restait une dernière chose à régler, un dernier compte en suspens. Élodie, elle avait touché un salaire de ma part pendant 3 ans tout en aidant en sous-main les personnes qui détruisaient mon mariage de l'intérieur. Elle avait choisi les liens du sang au détriment de la loyauté, les ragots familiaux au détriment de la décence la plus élémentaire, et elle l'avait fait en encaissant des chèques portant ma signature. J'ai pris une décision cette nuit-là, ce n'était pas de la vengeance née de la colère. C'était une décision née de la lucidité. Si la loyauté ne fonctionnait pas dans les 2 sens dans cette famille, le salaire n'avait pas à le faire non plus. Le divorce a été prononcé un mardi matin. Je me souviens être sortie du tribunal de grande instance en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis plus d'1 an. Mon assistante m'attendait dehors avec la voiture, et en y montant, j'ai saisi mon téléphone. 3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. J'ai appelé ma directrice des ressources humaines pour lui ordonner de planifier l'entretien de licenciement d'Élodie pour l'après-midi même, en invoquant un conflit d'intérêts et des violations de la confidentialité, des motifs parfaitement documentés et totalement légitimes. Je ne la renvoyais pas parce qu'elle était la sœur de David, je la renvoyais parce qu'elle avait divulgué des informations confidentielles et prouvé à maintes reprises que sa loyauté allait ailleurs. Je ne l'ai pas fait par mesquinerie. Je l'ai fait parce que la garder aurait signifié faire comme si de rien n'était, et j'en avais assez de faire semblant. Cet après-midi-là, la sécurité a raccompagné Élodie vers la sortie du bâtiment. J'ai entendu dire qu'elle avait pleuré dans le hall, implorant une seconde chance. Demandant comment sa propre famille avait pu lui faire ça, sauf que je n'étais plus sa famille, ni par alliance, et clairement plus en esprit non plus. La nouvelle s'est propagée très vite. Jacqueline m'a appelé 99 fois au cours des 2 semaines suivantes. 99 appels manqués, chacun plus furieux que le précédent, chacun laissant un message vocal plein d'accusations me traitant de femme cruelle et vindicative qui avait détruit l'avenir de sa fille par pur esprit de rancœur. Je n'ai pas répondu à un seul. Car voici ce que Jacqueline oubliait bien commodestement de mentionner dans ses messages haineux. Élodie n'avait pas seulement été remerciée pour son lien de parenté avec mon ex-mari. Elle avait été licenciée parce qu'une enquête interne avait confirmé qu'elle avait partagé des grilles de salaire confidentielles et des documents stratégiques avec une personne extérieure à l'entreprise, des documents qu'elle n'avait légalement le droit de communiquer à personne. Ce n'était pas personnel, c'était une question de règlement intérieur, la même politique qui s'appliquait à tout salarié, qu'il ait ou non un lien de parenté avec moi, privé de son salaire à 6 chiffres et du crédit d'une entreprise réputée sur son CV. Élodie a eu toutes les peines du monde à retrouver un emploi équivalent, les nouvelles vont vite dans notre milieu, et les violations de clauses de confidentialité ne se justifient pas facilement lors d'un entretien d'embauche. David a essayé d'appeler à son tour. Exigeant que je répare cela pour sa sœur, je lui ai répondu la même chose qu'à Jacqueline, je ne contrôle pas les conséquences des choix des autres, je me suis seulement assuré que ces choix avaient des conséquences. On me demande parfois si je regrette le déroulement des événements. Si avec le recul, j'ai été trop dure, je ne pense pas avoir été dure, je pense avoir été honnête pour la première fois depuis des années. Pendant trop longtemps, j'ai confondu loyauté et obligation, je croyais qu'aimer quelqu'un signifiait encaisser ses trahisons en silence. Sourire malgré les insultes lors des repas de fête, distribuer des opportunités à des personnes qui s'en serviraient contre moi dès que cela les arrangerait. Ce que j'ai compris, c'est ceci, la famille ne se définit ni par le sang ni par un livret de famille. Elle se définit par ceux qui se tiennent à vos côtés quand cela leur coûte réellement quelque chose de le faire. Élodie aurait pu me prévenir de ce qui se tramait des mois avant le divorce, elle aurait pu m'avertir ou tout au moins rester neutre, elle a préféré le silence. Et le silence dans de tels moments est une forme de trahison en soi. Je ne regrette pas d'avoir posé des limites, je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à comprendre que j'en avais besoin. Aujourd'hui, mon entreprise est plus solide que jamais. J'ai recruté des collaborateurs qui me rappellent chaque jour à quoi ressemble la vraie loyauté, des gens qui me disent de dures vérités au lieu de se cacher derrière un silence poli, des gens qui gagnent leur place au lieu de l'emprunter à une relation. David s'est remarié dans l'année. J'ai entendu dire que Jacqueline continue de l'appeler tous les jours comme elle l'a toujours fait, et Élodie, d'après ce que l'on m'a dit,
occupe un poste bien inférieur à celui qu'elle avait autrefois, s'efforçant de rebâtir une réputation qu'une seule trahison a suffi à briser. Quant à moi, j'ai bâti quelque chose que personne ne pourra me ravir parce que je l'ai fait de mes propres mains, brique par brique, bien avant l'arrivée de quiconque et bien après leur départ. S'il y a une seule chose que je souhaite que vous reteniez de cette histoire, la voici. Vous avez le droit de protéger ce que vous avez construit, vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui confondent votre gentillesse avec de la faiblesse, et vous n'avez jamais, au grand jamais, l'obligation de continuer à payer, que ce soit littéralement ou émotionnellement. Pour la trahison d'autrui, parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse dire n'est ni un cri, ni un esclandre, ni un combat, parfois, ce sont juste 3 minutes de calme et un simple coup de fil.